J'ai décidé de m'inviter au débat électoral du Saguenay, tiens. J'arrête pas de commenter depuis tantôt, fait qu'on va vous dire ce que j'en pense. Au 5 octobre prochain. Météo maintenant, il y a un risque. Dubé, candidate du Parti québécois dans Jonquière, bonsoir. Bonsoir. Et Adrien Guibert-Barthès, candidat de Québec solidaire dans Chicoutimi, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'emplacement des candidats et des candidates sur le plateau, de même que l'ordre dans lequel ils répondront aux questions, a été pigé au hasard. Et la formule du débat, elle est très simple. Vous aurez dans un premier temps 30 secondes chacun pour répondre à une première question. Par la suite, on a formulé une dizaine de questions qui touchent des enjeux de notre région, qui sont inspirés en fait des préoccupations des électeurs et des électrices. Et pour chacune de ces questions, vous aurez encore une fois 30 secondes pour y répondre. Et ensuite, il y aura débat ouvert sur cette même question de 2 minutes 30. Évidemment, je me réserve le droit de poser des sous-questions et de vous interrompre si vous ne respectez pas le temps alloué ou encore si vous ne répondez pas directement à la question. Et si le temps le permet, en toute fin de débat, vous aurez encore une fois chacun 30 secondes pour répondre à une ultime question. Ça vous va? Oui. Parfait. Très bien. On se lance. Donc, vous voulez tous et toutes être élus députés le 3 octobre prochain pour les 4 prochaines années. Quelle est votre vision du Québec de demain et quelle place devrait y occuper notre région? Adrien Guibert-Barthès. Ben moi, ma vision, là, c'est un Saguenay qui est fier, puis qui est fort, qui est féministe, qui protège la nature puis l'environnement, puis qui valorise la récupération puis les entreprises vertes, le développement économique et touristique. J'ai envie d'avoir une région qui rayonne de sa culture aux yeux du monde, puis devenir une capitale culturelle dans le domaine du numérique, du cinéma, du court-métrage, des jeux vidéo. J'ai vraiment envie de faire rayonner les entreprises qui sont installées dans notre ville, puis devoir offrir à nos citoyens des services qui sont accessibles, comme le transport, comme les festivités, puis redonner un peu de vie à notre ville, là. À vous la parole, 30 secondes. Oui, donc en fait, pour Québec solidaire, on pense que l'urgence climatique fait partie des enjeux prioritaires et la région, on pense, peut être un leader à travers le Québec, à travers le monde, pour l'économie verte, pour la transition juste. Et donc, on pense que le Québec solidaire incarne bien cette volonté d'aller vers l'énergie renouvelable, l'énergie verte, et dans un principe d'économie circulaire, économie durable. Merci beaucoup, Adrien Barthès. C'est ça qu'il faut faire. André Laforêt, sur cette même question, 30 secondes. Oui, alors on a des enjeux particuliers, la régionalisation des postes ici. Alors déjà, on a 300 personnes qui sont arrivées en région depuis 2018, on l'avait promis. Alors ça, c'est important de continuer. Également, le développement économique avec la filière batterie. On a ouvert notre zone industrielle au portuaire. On a annoncé 117 millions pour le port de Grand-Anse, c'est important. Les soins à domicile, c'est une priorité pour nous, pour la santé, pour les aînés. Ça, c'est vraiment essentiel également. Puis, au niveau environnemental, on parle de la filière batterie, la transition énergétique, c'est vraiment une priorité pour la région et pour le Québec également. Merci, Mme Laforêt. Donc, votre vision du Québec de demain et la place de notre région dans ce Québec. Caroline Dubé, du Parti québécois dans Jonquière, à vous. Premièrement, le Québec sera un pays. Un Québec d'ici 10 ans, ça pourrait être intéressant. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est bourré de ressources naturelles qui sont exceptionnelles. Je vois que dans 10 ans, on va avoir fait un virage au niveau de la transition juste. Et on va avoir été des précurseurs au niveau des ressources naturelles, au niveau de l'agriculture, mais aussi au niveau du numérique avec nos entreprises là, qui sont très fortes à ce niveau-là. On va avoir aussi un filet social beaucoup plus fort, avec des logements sociaux et abordables, avec un soin de la santé et un développement économique prospère. Merci beaucoup, Mme Dubé. Tony Pajot, à vous la parole, 30 secondes. Alors, au Parti conservateur, on veut... Je vois que Sylvain Gaudreault a vraiment bien joué ses cartes pour Jonquière dans la campagne. Il a vraiment bien organisé la campagne politique de sa nouvelle représentante de sa circonscription. Et je tiens à dire que le candidat du Parti conservateur du Québec est pas mal cute. Je sais pas si c'est inapproprié de dire que c'est vrai qu'il est pas mal beau. Un Québec fort économiquement, mais aussi un Québec fort socialement et environnementalement. Sauf que je ne crois pas à ces promesses environnementales. Dans votre question, c'est sûr qu'à 5 députés sur 125, ça ne donne pas un gros poids. D'où l'importance de choisir des députés qui vont se battre pour la région. Un beau discours fait, répété d'avance. Ça sonne un peu fou. Représenter un parti. On veut être là pour nos citoyens, on va pousser les projets pour nos citoyens. Ça sonne sincère, par exemple. Des députés fiers, régionalement et forts.
Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il est un peu pour la stressé. prochaine question, vous aurez encore 30 secondes chacun, mais il y aura ensuite une période de débat ouvert de 2 minutes 30. Les changements climatiques, hein, c'est l'enjeu du siècle selon bien des scientifiques. Tout le monde doit faire sa part. Comment une région comme la nôtre peut-elle contribuer à garder notre planète en santé? 30 secondes. Caroline Dubé, vous êtes la première à répondre. En réduisant les GES de 45 au niveau des ressources naturelles, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité et on est des précurseurs au niveau des lysis en aluminium et on est des précurseurs au niveau de la fibre cellulosique. Je pense qu'on peut être des champions au niveau de l'environnement. On peut aussi s'occuper de nos gens. Il faut s'occuper des gens vulnérables pour faire une transition juste. On a tout ce qu'il faut pour être des champions et des innovateurs pour la protection de l'environnement. Merci. Madame Laforêt? C'est important de mentionner qu'on a signé le plus gros contrat avec l'électrification, avec l'État de New York, c'est important. Oui, avec Hydro-Québec. Donc, on va continuer de travailler cette transition énergétique. Maintenant, on parle beaucoup de la filière batterie. Sauf que si on fait un troisième lien puis qu'on continue de polluer avec des voitures comme ça, ben New York, il va se retrouver sous les eaux. Ça fait que l'électricité avec l'eau, ça fait pas un bon mélange. Avec, évidemment, nos voitures, les bornes de recharge, c'est important. On augmente les bornes. Il y a aussi une considération pour l'aménagement du territoire. C'est essentiel. On l'a mentionné tantôt, c'est nous qui avons annoncé 20 millions de plus pour Hélicis. On a l'aluminium vert ici, on va continuer. Ça, c'est un fait. Oui, donc Québec solidaire fait de l'urgence à la crise climatique sa priorité. Un peu stressé aussi. Et on a un plan concret de réduire de 55 nos gaz à effet de serre. C'est le plan le plus ambitieux, mais aussi le plus rigoureux. Que ce soit pour notre cadre financier ou pour ce plan-là, c'est considéré par les experts comme étant vraiment un plan concret avec des mesures concrètes. Et à l'échelle de la région, on veut en... J'aurais aimé ça qu'il nous parle plus de sa vision pour la région, parce que, tu sais, le plan de Québec solidaire, on le connaît un peu. Gabriel Nadeau-Dubois, il en a déjà parlé dans les débats. Entre autres, combattre le transport et mettre des mesures pour réduire les gaz à effet de serre du transport, en augmentant d'ailleurs le budget de la STS de 50 dans les prochaines années. Merci beaucoup. Enfin, une mesure bonne pour la région, augmenter le financement du transport de la STS de 50 Pajot? On est chanceux, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un projet dans les cartons, les GNL Québec, qui nous permettrait d'en faire beaucoup. Il nous le ramène. Si le projet de GNL Québec pourrait se concrétiser... Il y a de la misère à le dire, son discours là, lâchez-nous GNL Québec. On pourrait faire fermer 7 centrales au charbon en Allemagne. Vous en voulez des baisses de GES? Emploi. Lancer des chiffres en l'air. Oui, mais là, on vit pas en Allemagne, on vit au Québec. 40 35 comme mes collègues le font. C'est très facile. Par contre, on veut du concret. Nous, le concret, il est là. On fait GNL Québec, on ferme 7 centrales. Moi, j'aime bien l'Allemagne, j'aime bien les Allemands, je veux bien les aider, mais je pense pas que c'est les aider de leur donner du gaz naturel fait avec les sables bitumineux de l'Alberta. Ça va augmenter nos effets de serre pour réduire leur effet de serre à eux autres. C'est une balance qui s'ajuste mal. Centrale au charbon en Allemagne. Merci beaucoup. On joue maintenant le débat, peut-être avec une sous-question. C'est un poids pour une mesure, comme on dit. Tinto fait partie de la liste des entreprises qui détiennent des attestations du gouvernement pour polluer au-delà des limites permises. Si vous êtes élu député le 3 octobre, est-ce que vous entendez serrer la vis à la multinationale? Ben moi, j'ai envie de dire que j'accepte pas de vivre dans un quartier loin des entreprises ou que c'est plus réglementé pendant qu'il y a des quartiers de la ville qui se font polluer par Rio Tinto à côté de Jonquière. Je trouve que pour de vrai, là, pourquoi que moi je devrais vivre en dehors de la pollution dans une petite banlieue où il y a des réglementations plus sévères puis qu'il y a des entreprises au Saguenay qui seraient dispensées puis qui pourraient polluer les voisinages autour? Je suis pas pour ça. J'ai l'impression qu'il y a des inégalités de ce côté-là. Débat ouvert de 2 minutes 30. Il faut absolument le faire, étant donné la santé publique. C'est une question de santé des gens. Si on ne veut pas se retrouver avec un cas comme la fonderie Horn en Abitibi, et on a vu Émilie Lessantérien, députée de Québec solidaire, défendre sa population, défendre la santé des gens de sa circonscription, il faut que mette un plan pour réduire ses émissions polluantes. Oui, qui veut prendre la parole, Mme Dubé? Ben, je comprends. Je suis d'accord avec M. Adrien, mais pour ça prend un rapport de force aussi. Il faut être clair avec Rio Tinto Alcan. Il ne faut pas manger nécessairement, il faut pas manger dans leurs mains. Ça prend un rapport de force, pour ça que ça prend une concertation qui est solide, pas seulement avec les élus, avec la société civile et les syndicats. Surtout la municipalité. Au niveau de Rio Tinto, c'est le cœur et le poumon de la région. Donc, il faut faire attention. Oh, minute, ça. Rio Tinto Alcan,
c'est pas le cœur puis le poumon de la région. Là. Le cœur puis le poumon de la région, c'est les forêts puis les Monts-Valin puis la nature du fjord. Là. Ça fait respirer puis ça donne de l'oxygène à notre ville. Ça, c'est le vrai poumon. Le poumon de la région, c'est la forêt boréale. Je voudrais démentir ce fait-là. C'est complètement faux. Donc, au nombre qu'on veut bien les imposer. Il faut encadrer Rio Tinto, être là avec eux, travailler conjointement avec eux et non leur mettre des restrictions sans arrêt. Rio Tinto, on a un beau projet Hélicis en Alma, il faut les encourager à aller dans cette voie-là. Par contre, il ne faut pas leur mettre des freins et des restrictions, il faut les aider. Mettre des restrictions puis des cadres contours en environnement des entreprises comme Rio Tinto, c'est pas quelque chose qui est contraignant pour une entreprise qui est millionnaire puis qui a les moyens de le faire en plus. Surtout si c'est pour embellir l'aspect de leur entreprise, puis améliorer la qualité de vie, puis empêcher des citoyens de chialer après leur entreprise tout le temps, puis accommoder les citoyens autant du côté que de l'entreprise. Trouver un juste milieu entre les deux, puis trouver un cadre contour pour avoir des industries qui ont une acceptabilité sociale et qui mettent à profit finalement leur activité de façon saine et responsable vis-à-vis des populations aux alentours. Sinon, ils ont juste à déménager dans un autre quartier en périphérie de la ville, là où il y a moins d'habitation, ou à faire des parcs autour, puis à mettre des arbres, puis à mettre leur industrie conforme aux normes environnementales, puis à ce qui est sain, au respect de la santé publique, de l'individu, puis de la personne. Les encourager à continuer de développer notre belle région. C'est pas empêcher les encourager de mettre nos freins puis de mettre nos limites. Là. Toi, quand tu invites quelqu'un chez vous, là, tu le laisses-tu ouvrir le frigidaire puis foutre le bordel puis mettre sa saleté partout dans ton lavabo puis chier puis pisser sur ta toilette puis foutre le bordel partout puis tout polluer ton appartement, ou tu y mets tes propres limites puis tu dis un peu comment ça marche, il y a des règles à suivre. Je veux dire, si tu veux que ta maison reste en ordre, ben c'est la même chose pour la municipalité, pour le Saguenay, pour la province. Si tu veux qu'elle reste en ordre, ben laisse pas rentrer une multinationale puis une grande entreprise chez vous pour foutre le bordel puis faire n'importe quoi sur ton territoire sans y placer tes propres limites, là. Je trouve qu'il faut vraiment être prudent avec Rio Tinto parce que Rio Tinto a des normes à respecter. Ils ont 100 critères à respecter au niveau de la loi de la qualité de l'environnement. Elle le respecte. Maintenant, il faut mentionner que Rio Tinto est la plus responsable au niveau de l'aluminium au monde. C'est une fierté ici. Il faut les encourager, il faut être fier d'Hélicis, oui, c'est une chose. Mais en même temps, l'Institut de statistique de l'environnement a mentionné que le taux d'émissions par rapport aux émissions d'air de Rio Tinto sont... Je m'excuse, mais Rio Tinto, c'est l'une des entreprises les plus polluantes du Québec. Je suis content là, d'être la région puis la vallée de l'aluminium. C'est le fun, ça fait rouler l'économie, c'est plaisant, ça a développé, ça a bâti bien des choses, là. Mais c'est pas tout ce qui a bâti puis qui complète notre ville, là. Puis là, il faut arrêter d'y donner le monopole de notre ville comme si qu'il était roi, puis reine, puis maître chez nous. Au contraire d'Hydro-Québec, de nous, puis de toutes les valeurs de notre région, puis des entreprises locales, puis des gens d'ici, là. Tu sais, m'amener Rio Tinto à Alcan, je l'aime bien, je suis bien prêt à encourager, mais je leur donnerai pas toute la place dans notre région au détriment de nos citoyens, là. M'amener, il va falloir qu'ils apprennent à vivre comme tout le monde, avec tout le monde, puis que chaque personne trouve des accommodements raisonnables pour vivre ensemble. Sont beaucoup moins importantes que le taux pour la population en général. Rio Tinto, on les encourage. Rio Tinto, on les encourage déjà en offrant, en leur donnant nos barrages. Ils en ont de toute façon. Fait qu'on les encourage déjà. Rio Tinto, ils n'ont pas besoin d'un élu, ils n'ont pas besoin... Rio Tinto sont déjà hyper favorisés par le statut de notre région. Ils déménageront jamais. Je sais pas de quoi vous avez peur, là, mais ils ont des barrages qui leur appartiennent. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils font de l'énergie, ça leur coûte presque rien. Ils produisent comme ils veulent. Ils sont rois et reines et maîtres ici, là. Vous comprenez pas que quand même que vous leur mettez une réglementation plus sévère en environnement, ils partiront pas, ils vont juste la suivre. Vous êtes tellement exagérés, vous les gens de la droite, et avez tellement peur d'une transition écologique que vous êtes prêts à semer la peur et à faire croire aux gens que Rio Tinto va déménager demain pour abandonner tous ces barrages électriques au Québec pour aller dans le tiers-monde où il n'y a quasiment pas de rivière et de barrages pour s'installer. Ils ont choisi de quitter les États-Unis pour s'installer au Québec parce qu'ils ont vu qu'il y avait un potentiel d'énergie pour leur entreprise, pour en faire un profit économique. Voyons donc, pensez-vous vraiment que Rio Tinto, que les entreprises méritent
américaines, australiennes et britanniques vont laisser tomber les barrages gratuits que vous leur avez laissés ces rivières du Québec. Ils sont bien trop contents d'avoir ça juste pour eux autres. Jamais de la vie vont déménager quand même que vous leur placeriez vos limites, là. Des députés pour se protéger, pour se défendre. C'est les travailleurs qu'il faut protéger, c'est les gens qui sont là, il faut travailler en concertation, puis ils s'en iront pas, là. Les barrages ne vont pas partir. La question n'est pas... Ouais, les barrages, ils ne vont pas partir, elle vient de le dire. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, cette femme-là, puis moi. Cette madame-là, là, cette petite demoiselle-là, je commence vraiment à l'aimer. Pas non plus que sur les émissions polluantes de Rio Tinto. La question est, actuellement, l'économie qu'on a, comment est-ce qu'on fait pour la décarboner? Comment est-ce qu'on fait pour réduire le gaz à effet de serre? Actuellement, la CAQ a un plan pour réduire ses gaz à effet de serre du Québec de 37 % mais a juste réussi à trouver 50 % des mesures pour y arriver. À Québec solidaire, on a un objectif de 55 % et on a les mesures pour le faire. Et on pense que si on continue avec des gouvernements comme la CAQ et les libéraux, on se dirige vers le mur. On passe à la prochaine question qui touche un peu le même thème, hein, celui des espèces menacées. On sait que la région abrite des espèces menacées, que ce soit le caribou. On sait que la région, dans son fjord, 2000 belugas qui sont en déclin depuis plusieurs années en voie de disparition et que le trafic maritime nuit à leur sonore, à leur cycle de reproduction et les rend plus anxieux, donc ils se reproduisent moins, et que ces animaux-là ont déjà un cycle de reproduction qui est moins élevé que certains animaux, donc ils sont voués à disparaître à cause des choix du passé et des choix du présent. Et malheureusement, il n'y a personne qui veut faire de moratoire sur la protection des espèces en voie d'extinction au Saguenay. Ça, c'est mon humble avis en tant que journaliste et peut-être un jour futur politicien, je sais pas. Caribou forestier ou encore le beluga. Et à chaque fois qu'il est question de protéger ces espèces, ben, ça nous confronte, on est confronté au développement économique. Non, à chaque fois qu'on essaie de parler de protéger ces espèces-là, on nous dit qu'on est des woke, des gens de la gauche, qu'on veut pas, qu'on est contre l'économie, qu'on va arrêter l'économie, qu'on va aller vers la faillite, alors que les belugas, ça attire plein de touristes, ça fait vivre le parc aquatique de Saguenay, ça attire plein de gens. C'est un observatoire immense en termes de vestiges, de patrimoine culturel et animalier. Puis nous, on sacrifierait ça pour les générations futures, pour un profit économique des valeurs tertiaires, minières, forestières et industrielles d'une région ressource. Je trouve juste, moi, que ça n'a pas de sens. C'est pas aimer la vie, puis pas à peu près, là. Économique. Donc, comment concilier les deux? Comment concilier la protection des espèces et le développement économique, notamment l'industrie forestière et le port de Saguenay? 30 secondes chacun, ensuite débat. Madame Dubé. Vous l'avez bien dit, je pense que c'est important de faire les deux. De croire au potentiel forestier par la transformation, par la transition juste. Je pense qu'il peut y avoir un grand enjeu du potentiel forestier au niveau de la lutte au changement climatique. Maintenant, il faut aussi s'occuper des aires protégées. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez. Nous, on dit qu'on va l'augmenter de 30 % et c'est encore important d'aller vers la concertation, la transition. Ben dans les faits, il n'y a vraiment aucune aire protégée, puis il y a vraiment, genre, je veux dire... aucun parc récréo-touristique, là, à part le Cap Jaseux, là, sur le territoire du Saguenay. On juste va commencer par ça, avec les élus, avec la société civile et avec les syndicats. Merci. Adrien Guibert-Barthès? Mais en fait, il faut une concertation régionale. Quand je parle de concertation régionale, je parle des élus, des syndicats, des forestières et des écologistes, parce que quand on revient à 2013-2014, il y avait le Conseil régional des élus, la conférence régionale des élus. Ben, moi, je pense que ça prendrait juste un conseil indépendant des politiques qui s'occupent d'une table environnementale, là, puis qui font des rapports, puis qui font des propositions, des amendements, puis après ça, qu'il y ait des gens du cercle économique de la Chambre des commerces qui se rassemblent et qui adoptent les amendements qui devraient être mis en place pour adopter un principe d'écologie puis de développement durable dans notre ville. Qui avait un consensus pour la création d'aires protégées. Et les libéraux, quand ils sont arrivés au pouvoir, ont mis fin à ce consensus-là, ont mis fin à ces tables de concertation-là. Et à Québec solidaire, on veut les ramener, on veut donner plus de pouvoir aux régions pour une concertation. Ben, moi, je veux que le fjord de Saguenay soit reconnu par l'ONU, soit reconnu aussi par l'UNESCO. Fait que c'est pour ça que je vais déposer une demande à l'UNESCO pour que le fjord de Saguenay, puis que tout le Saguenay, que la région du Saguenay, avec le lac Saint-Jean y compris, soit reconnu comme un patrimoine international de l'UNESCO. Parce qu'il faut pouvoir écouter la science, il faut pouvoir écouter les préoccupations des travailleurs et des forestières, par exemple. Tommy Pajot?
contrairement à mes collègues, je vais répondre à la question. Au niveau des belugas, on va étudier la possibilité d'un pont Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine afin de diminuer le trafic des traversiers qui est là. Bien entendu, on va faire une étude, vérifier si on peut quand même garder les bateaux de croisière aussi à la baie, qui est un important moteur économique. Au niveau du caribou forestier, nous, au Parti conservateur, oui, on est pour les... On va faire un deuxième pont sur le fjord pour encourager le trafic induit. Pour encourager le trafic, encore une fois, puis l'automobile, pour augmenter les réchauffements climatiques, défigurer le paysage du fjord. Puis après ça, on pense qu'un pont puis que le bruit des voitures, ça nuira pas aux espèces maritimes, puis à la vie des pêcheurs, puis des bateaux de croisière, puis de... Non, mais comment qu'il va passer votre bateau de croisière pour rentrer? Comment que les plus gros bateaux de croisière vont rentrer, vont passer sur votre pont sur le fjord? Il va falloir qu'il soit gros en tabarnak, votre pont sur le fjord, pour que les bateaux de croisière puissent passer encore. Il y a quelque chose de pas logique, là. Là, vous voulez faire des gros projets maritimes à grand anse, faire passer des gros bateaux de marchandises, des gros bateaux de croisière, puis construire un gros pont sur le fjord. Hey, il y a votre pont, là. C'est quoi? Ça va être le Golden Gate Bridge, là? Préparez-vous, là, parce que pour vrai, on est sur le bord d'avoir un nouveau pont de Brooklyn, genre sur le Saguenay. Pour l'équilibre. Par contre, l'étude qui a été faite date de 2017. L'étude est plus à jour. Le caribou forestier se porte relativement bien. Il ne se perdra pas un emploi au Saguenay pour un caribou. Madame Laforêt. C'est important de le mentionner. On parle des emplois pour l'industrie forestière. C'est important. On rencontre toujours les acteurs au niveau de l'industrie forestière. Et oui, ça prend un équilibre entre le caribou forestier et les travailleurs. Maintenant, il faut... Ce qui serait important de se demander, c'est s'il n'y a pas un danger pour la santé à faire de la coupe forestière au bord de notre plus gros bassin d'eau potable, le lac Kenogami, finalement. Puis si ça n'a peut-être pas des conséquences aussi sur les algues marines, sur les algues bleues. Faudrait peut-être regarder si faire du bois, tout ça, ça fait pas des copeaux, ça fait pas des résidus. De la façon que les coupes sont faites, ça pourrait pas porter des atteintes et des risques à l'intégrité de l'eau potable qu'on boit. En fait, je suis d'avis qu'on devrait peut-être faire une zone contour pour protéger notre bassin d'eau potable, pour en faire un territoire protégé et préserver certaines forêts du lac Kenogami, certains lieux de villégiature. Faut agir, on agit. Même au niveau de l'environnement, on a parlé de l'aire protégée de Péribonka. C'est important de le mentionner aussi. Il faut travailler avec les MRC. C'est ce qu'on fait présentement. On va continuer, mais il faut protéger nos emplois. Ici en région, on est la première région au niveau de l'industrie. Savez-vous comment il y a de vieux espaces industriels abandonnés au bord de la rivière Péribonka? Qu'est-ce qu'on attend pour revitaliser ces endroits-là pour en faire des parcs naturels? L'industrie forestière. Pour les belugas, c'est important. On agit aussi. Merci. On a lancé le comité Enviro-Action. On va continuer. Merci. De toute façon, on ouvre le débat sur cette même question, en fait, question environnementale au censage qui veut prendre la parole 2 minutes 30. Quand on parle de concertation, ça veut dire qu'il y a eu une demande là, d'être financé au niveau d'une table de concertation au niveau de la forêt pour tout ce qui est de la fibre cellulosique. Ça veut dire que vous allez répondre positivement? On est présent de toute manière avec les préfets. On a même décidé avec les préfets et le milieu que l'aire protégée de Péribonka, qu'on allait la travailler ensemble, parce que comme je le mentionne, oui, on parle de parc national. Je ne parle pas de la protéger, je parle de tout ce qui est au niveau du potentiel forestier, au niveau de la fibre cellulosique. Je crois pas, il y a eu une demande. Puis je trouve ça intéressant de parler avec les préfets parce que c'est important, c'est des élus. Mais il y a toute la notion de la société civile. Puis on s'entend parce que notre plateforme régionale parle de concertation régionale et ça non plus, ce n'est pas à oublier. La société civile et les syndicats. Et c'est commencé d'ailleurs, on est avec la table régionale des élus. On était avec eux le mois passé, ça fait 4 semaines. Et oui, c'est une priorité aussi pour la table régionale des élus. Il y a eu de très, très bonnes discussions d'ailleurs. La gestion de la foresterie par la CAQ n'est pas une priorité. Ça fait des années que la foresterie est délaissée et que le ministre Dufour ne répond pas ni aux forestières ni aux écologistes. Et actuellement, si on se dirige vers une crise de la foresterie entre protection des caribous versus protection des forestières, c'est parce que la CAQ n'a rien fait en protection en création d'aires protégées, en concertation, en protection des emplois. Et ça, la crise de la foresterie est liée à la non-gestion de la CAQ. Il faut le comprendre.
Madame Laforêt? Oui, honnêtement, moi, ce que je peux dire, c'est complètement faux parce que l'aire protégée de Péribonka, c'est avec la Coalition Avenir Québec, je suis désolée, et on l'a décidé avec le milieu. C'est drôle, on parle de Péribonka, on ne parle jamais de Syriac. On ne parle jamais de moi, je parle pas de celle celle de et Syriac. surtout, ce qu'on voulait dire, c'est que le projet... Ouais, on parle pas de la forêt syriaque, on parle pas du lac Kenogami, on parle de Péribonka, mais il y a beaucoup de ravages qui ont été faits sur la rivière Péribonka. La nature a repris ses droits, mais sur des ravages industriels. À Péribonka, c'est 5 ou à quelques pourcentages seulement de ce qui était réellement demandé. La CAQ protège un secteur qui était déjà protégé et on ne protège pas réellement un territoire pour protéger aussi le caribou qui est plus au nord. Il faut quand même être prudent là, parce qu'on avait un objectif, puis oui, la Coalition Avenir Québec, on répond à la demande et nos promesses, on les fait. La promesse était de monter à 17 les aires protégées. Oui, on le fait. Maintenant, il faut respecter notre région. On est la région la plus sensible et la plus touchée pour les travailleurs forestiers. Alors, il ne faut pas dire oui à toutes les aires protégées. Il faut respecter le travail avec l'industrie forestière. Ça se fait. Il y a un équilibre à avoir et on va l'avoir. Merci beaucoup. Ça met un terme. En gros, il faut réserver les forêts pour l'industrie forestière. Puis la chasse, puis les chasseurs, puis la protection des animaux, des caribous, puis les milieux de vigilature, c'est pas important. D'aller te baigner sur un beau lac puis faire du kayak sur une belle rivière dans un parc national protégé à Péribonka, c'est pas les priorités tant que ça de la CAQ, de ce que je comprends, mais c'est dans leur programme pareil. C'est contradictoire. Terme à ce débat. Quatrième question maintenant. Notre région est encore très dépendante des industries du bois et de l'aluminium. Quel est votre plan pour diversifier l'économie régionale et quel type d'entreprise souhaitez-vous attirer ici? Tommy Pajot du Parti conservateur, à vous la parole. Moi, j'aimerais ça attirer là, des studios de cinéma, des entreprises de jeux vidéo, de divertissement, de musique, amener le numérique, amener des médias chez nous, faire en sorte que le Saguenay devienne une ville plus divertissante, des restaurants, des grandes marques, d'avoir des parcs, d'avoir des bars, des discothèques, de la vie, de la diversité. Notre ville en manque réellement de diversité. On va commencer justement avec Rio Tinto, qui est un rouage important de l'économie du Saguenay. Rio Tinto, bientôt, les précutes vont fermer. Ça va libérer 300 mégawatts d'électricité. Ce qu'il faut faire, c'est encourager Rio Tinto à réinvestir ici et utiliser ces mégawatts-là pour faire un nouveau projet. On a de la place pour le nouveau projet de Rio Tinto. Donc, oui, il est encore important. Ensuite, on a GNL Québec, on a Ariane Phosphate, on a Beto Blackrock. Des grands projets, il y en a plein au Saguenay. Il suffit de vouloir les faire et de vouloir... il faudra aider ces projets-là. Monsieur industriel a des gros projets industriels très nocifs pour la région, est-ce que je vois? À se concrétiser. Merci. Madame Laforêt? Je suis très heureuse de vous entendre parce que vous parlez depuis le début de la campagne électorale de GNL. Là, vous parlez de d'autres projets. Ariane Phosphate, Métaux Blackrock. Merci, c'est parfait. Donc, vous avez une plus grande ouverture. Maintenant, pour Rio Tinto, il faut le mentionner, ça fait 4 ans qu'ils sont ici. On travaille avec eux. Il y a eu 4 grandes annonces. Le four de refonte, le centre de recyclage. C'est une compagnie qui investit ici. C'est une compagnie qui respecte l'environnement. On a fermé le centre d'électrolyse. On a rajouté l'épurateur également. On respecte la qualité d'assainissement d'air. Donc, oui, l'économie et l'environnement vont ensemble. André Guibert-Barthès. Oui, bien en fait, à Québec solidaire, notre philosophie pour l'économie, c'est d'avoir une économie qui est pour la région, par la région. Et donc, on veut baser le développement économique sur les PME, sur les startups. Et dans la région, il y a un domaine énorme en agroalimentaire qui peut... Tu sais, on parlait de diversifier l'économie de la région, puis la ministre Laforêt puis le Parti conservateur du Québec nous parlent des mêmes choses qui sont sur la table depuis des années, qui traînent puis qui n'avancent pas plus. Connu, mais qui fait vraiment des petits et qui a un potentiel de croissance incroyable. Et ça, c'est une économie qui est possédée par des gens d'ici, pour des gens d'ici. On peut penser donc à l'agroalimentaire, à l'aérospatial, au numérique. C'est des domaines économiques qu'on veut aider à développer. Caroline Dubé? Je pense que j'ai été claire tout à l'heure avec le potentiel forestier au niveau de l'aluminium, les ressources naturelles, l'agriculture. Je suis très d'accord aussi avec ça. C'est des projets qui sont fort intéressants pour la transition juste. Ouais, j'ai envie aussi de vous amener ailleurs au niveau de grands projets. On parle beaucoup de ça. Moi, Caroline Dubé, 42 ans, femme, c'est pas nécessairement des dossiers, des emplois qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, moi, c'est santé, services sociaux, l'éducation, la justice. Tout présentement est en train de s'effondrer. Pourquoi ça ne pourrait pas non plus être des grands projets? Il en sera question de ces questions un peu plus tard au cours du débat, mais pour l'instant, débat ouvert de 2 minutes 30, donc diversification économique.
quel genre d'entreprise on attire? On parlait oui, M. Pajot. On parlait de projet économique, Mme Dubé. Vous avez juste nommé des thèmes forêt, agriculture. C'est quoi vos projets? Vous n'avez-tu des projets au Parti québécois? Bien, écoutez, C'est vrai que là-dessus, leurs projets, ils n'ont pas beaucoup de projets, eux autres. Moi, je ferais une plage de ville, je mettrais des nouveaux parcs dans la ville, lutter contre les îlots de chaleur, un projet de tramway pour la ville, de transport structurant, des genres de trains, de bus tramway, là. Que ce soit au Parti québécois ou au Québec solidaire. Écoutez, c'est que moi, je trouve ça, mais c'est que je trouve ça complètement ironique de la part d'un parti qui veut ressusciter un projet qui est mort et qui est basé sur des énergies fossiles. C'est pas un projet d'avenir que de parler de GNL Québec alors qu'on sait tous que la région passait à autre chose. La demande de Québec solidaire est encore là de 40 à 50 ans. C'est pas parce... Oui, mais là, ça, on peut en parler parce que moi, j'étais là avec le député qui est porte-parole en ressources naturelles et énergie. Fait que le vice-chancelier Allemagne, il l'a rencontré. C'est un potentiel sur 5 à 10 ans. Fait que le 40-50 ans, je ne sais pas ce que vous avez pris votre étude, mais c'est erroné. On ne s'obstinera pas ici, là. Ben, on est là pour ça. Non, mais il faut quand même dire les vraies choses. Je le dis toujours, pour construire une maison, ça prend ça. On s'obstinera pas ici. André Laforêt qui joue finalement le rôle du chef de l'Assemblée nationale, comment qu'on appelle ça, ce que François Paradis faisait, là, lui qui guide l'Assemblée nationale, elle serait bonne là-dedans, finalement, hein, en tant que porte-parole de l'Assemblée nationale, puis diriger la Chambre, on dirait qu'elle est bonne pour ramener les députés à l'ordre. François Large. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a le port de Grand-Anse. On n'a pas les infrastructures, donc il fallait amener les chemins, l'eau de procédé. Ça coûtait 117 millions et ça, on l'amène au port. Ça fait 40 ans que vous essayez de développer le port de Saguenay. Bien, ça prend le gouvernement pour l'installer. Ça fait 4 ans qu'il est là, votre gouvernement, puis ça n'a pas avancé d'une seconde. Je suis désolée, est-ce que je peux répondre? Parce que depuis 4 ans, on a investi 33 millions au port de Grand-Anse. Je vois vraiment devant moi une genre de coalition Québec solidaire de gauche puis la droite péquiste, puis une coalition fédéraliste de genre CAQ et du Parti conservateur, mais là, ils s'attaquent en même temps. C'est comme... On est ensemble, mais pas ensemble en même temps, des deux côtés. Hey, c'est toute qu'une confrontation pareille. Hein? Pour le convoyeur. Ensuite, le 117 millions, c'est pour les chemins, pour l'autre procédé. Et oui, les grands projets vont arriver. Mais au niveau du développement économique, il y a d'autres projets comme les hôpitaux, l'éducation, et ça, on en parlera plus tard. Moi, mon projet, c'est de faire une desserte ferroviaire reliée à Grand-Anse, puis de faire un port commercial pour notre ville. Pas un port industriel, un port commercial qui fait venir plein de marchandises partout du reste du monde pas cher pour qu'on puisse manger à un prix réduit. Même si ça vient du reste du monde. On peut en parler, par exemple, du port Saguenay. On s'entend, le port de Bécancour est très compétitif. Ça appartient au gouvernement du Québec. Il est plein. Maintenant, on s'intéresse au port Saguenay. En fait, on est un peu le prix consolation. Fait que quand on dit qu'on s'intéresse aux grands projets, qu'on s'intéresse, moi j'en ai vu passer, on a entendu parler, les projets de batterie, comme par hasard, c'est intéressant, mais ça, c'est parce que le port de Bécancour est plein. Donc, quels sont vos projets, vous? C'est intéressant, les projets de batterie, mais quand Radio-Canada nous montre une carte des terrains miniers qui se sont développés, qui ont doublé au Québec partout sur des territoires protégés, ça fait un peu peur. De travailler sur le produit, la fibre cellulosique. On le fait. Elysis. On le fait. Oui, on le fait. Mais c'est en train de se développer. On le fait avec Résolu. Continuez. La CAQ, c'est basé sur un seul projet, a mis tous ses œufs dans le même panier, et c'est GNL Québec. Et finalement, vous êtes rendu à la raison. 650 scientifiques vous ont dit... Non, la CAQ, vous avez appuyé GNL pendant des années et vous avez dit que c'était un bon projet, que ça allait réduire les gaz à effet de serre à travers le monde. Ça a été démenti par plus de 650 scientifiques. Vous avez mis tout aux œufs dans le même panier et finalement le panier est tombé. Merci. Ça met un terme à ce débat. Maintenant, on va aborder une question, je pense, qui est vraie autant dans le haut du lac que dans le Bas-Saguenay, que Chicoutimi, Jonquière et Alma. La pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème majeur dans notre région, comme partout ailleurs au Québec. La question est simple. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on y fait face? Adrien Guébert-Barthès, vous avez 30 secondes. Bien, en fait, à Québec solidaire, on a annoncé la semaine passée une régionalisation de l'immigration. On veut que les immigrants qui s'installent au Québec puissent aller plus rapidement vers les régions. Et donc, en créant des carrefours de services pour eux, on peut aussi, pour attirer des gens dans la région, mais malheureusement, il faut des logements. Puis ça, la CAQ a malheureusement nié la crise du logement. On veut évidemment créer plus de logements dans la région.
et on veut pouvoir améliorer les conditions dans le service public en donc attirant les gens vers le service public. Merci, Tommy Pajot. Pour la pénurie de main-d'œuvre, ça prend des incitatifs pour amener nos travailleurs au travail. On veut ramener nos gens de 60 ans et plus en nous offrant un crédit d'impôt. On veut baisser les impôts de tous les travailleurs. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on est là pour soutenir les entreprises et on veut que les entreprises, on veut investir en automatisation. Il y a un article dans le journal aujourd'hui, je ne sais pas si les élus lisent la presse, mais il y a un article qui dévoilait que le taux d'assurance-emploi au Québec avait vraiment beaucoup augmenté. Après ça, le taux d'assistance sociale au Québec est très élevé. Au Québec, on freine plein de personnes d'avoir accès à l'emploi sur l'assistance sociale parce qu'on les prive. S'ils font trop de travail ou ont trop de revenus, on les pénalise. Donc, mon projet, c'est quoi? C'est de faire une réforme des services à l'emploi du Québec, puis arrêter de pénaliser les assistés sociaux qui veulent travailler, puis revaloriser le travail auprès de l'assistance sociale. Automatisation et en robotisation pour aider à pallier le problème de pénurie de main-d'œuvre. Merci beaucoup, M. Pajot. Mme Caroline Dubé. Puis ce plan-là, il faut qu'il se base sur l'éducation. Fait qu'il faut financer les formations éducatives, puis offrir des financements pour le transport, pour l'école, pour les étudiants, pour qu'ils finissent leur secondaire, qu'ils fassent leur cégep, leur université, qu'ils fassent les études qu'ils ont besoin pour accéder à l'emploi qu'ils ont besoin, peu importe l'emploi qu'ils veulent exercer. C'est ça aussi répondre à la pénurie de main-d'œuvre. C'est aider les gens, puis les soutenir dans leur processus d'éducation, même si c'est leur payer un ordinateur et Internet pour qu'ils puissent faire leur formation en ligne, pour obtenir un diplôme ou un certificat pour pratiquer leur métier. Oui, pénurie de main-d'œuvre, un enjeu qui est extrêmement important, qui touche toutes les sphères des entreprises chez nous, incluant les PME. Travailleurs expérimentés, extrêmement important. Leur donner des incitatifs, on entend parler là partout. Moi, si on m'aide au niveau des crédits d'impôt, si au niveau du régime des rentes du Québec, ben moi, je vais y retourner, je vais aller faire ma part, ça, c'est important. Régionalisation aussi de l'immigration, une voie rapide pour ceux qui veulent travailler chez nous. 18 $ l'augmentation du salaire minimum, formation, automatisation. Merci beaucoup. Mme Laforêt. Il y a 3 aspects très, très importants. L'immigration, l'automatisation et l'éducation. C'est vraiment essentiel. Au niveau de l'immigration, avec les MRC, on a investi 1,2 million de dollars pour que toutes les MRC puissent avoir des ressources pour accueillir des immigrants. Ça a fonctionné parce qu'en 10 ans, on avait accueilli 1500 et là, en 2 ans, on a accueilli déjà 500 immigrants et 300 qui arrivent dès début 2023. Il y a un sujet que j'aime dans ce qu'André Laforêt dit, puis c'est l'automatisation. C'est l'une des deuxièmes parties de mon plan, finalement, qui compterait sur la revocation de l'assistance sociale et la dépénalisation du travail à l'assistance sociale du Québec, mais aussi vers l'automatisation des métiers, finalement, qui sont des métiers en chaîne, qui pourraient être remplacés par des chaînes robotiques ou par des robots, ou par des technologies beaucoup plus modernes et avancées que ce qu'on imaginerait aujourd'hui. L'automatisation avec des compagnies comme Refraco, à 3 surfaces, les fermes Gobeil, ça fonctionne également. Merci. On ouvre le débat là-dessus, 2 minutes 30. Qui veut prendre la parole dans un premier temps? Parce que mon 3e point, c'était l'éducation. L'éducation, c'est que oui, on va former des jeunes, des préposés. Il nous manque des mécaniciens, des électriciens. Il faut former plus d'étudiants dans des domaines spécifiques et on amène des bourses également pour former ces jeunes-là. Actuellement, le problème, c'est qu'avec un taux de décrochage record, comment on va ramener ces gens-là vers l'éducation et la formation pour obtenir les diplômes pour avoir justement le certificat d'emploi qu'ils ont besoin? Dans la région, 828 personnes qui veulent travailler mais ne peuvent pas travailler parce que la CAQ et les libéraux ne leur ont pas donné de place en CPE. Il y a des 828 familles qui cherchent des places en CPE, des places pour leurs enfants, et qui ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas de place pour garder les enfants. Et donc, nous, à Québec solidaire, on veut absolument combler ces places-là pour que les familles aient un revenu supplémentaire, pour qu'on ramène du monde sur le marché du travail. Merci. Oui, M. Pajot. Les travailleurs ne sont pas disparus. Les travailleurs n'ont juste pas... Ça, c'est un fait aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ne trouvent pas de place en garderie puis ils ne peuvent pas travailler pendant qu'ils gèrent leur famille puis leurs problèmes familiales puis qu'ils cherchent une place pour faire garder leur enfant. Ça, là-dessus, Québec solidaire n'a pas tort. D'incitatifs à retourner au travail. Ils veulent des baisses d'impôts. Ils veulent que quand le jeudi arrive, ils reçoivent le talon de paye, ils veulent qu'il y ait plus d'argent sur leur talon de paye. C'est ça qu'ils veulent. En plus, ça va aider à contrer l'inflation. C'est pas en donnant un petit chèque de 500 $ par-ci, par-là que ça règle le problème d'inflation. Ça incite surtout pas les gens à retourner au travail. Également, tout ce que vous avez fait pendant 4 ans, c'est grossir la taille de l'État. Tous ces employés-là qui sont au public
mais ils ne sont pas au privé en ce moment en train de travailler dans les entreprises privées. Écoutez, je trouve ça incroyable de parler de coupure dans le service public alors qu'on manque d'enseignants, alors qu'on manque d'infirmières, alors qu'on manque de monde dans le service public. Et vous voulez couper quoi? Non des infirmières. Oui, dans la région, les travailleurs dans le public, c'est des éducateurs, c'est des enseignantes, c'est des infirmières et infirmiers. Donc, vous voulez couper dans ces emplois-là? Je ne comprends pas le problème. Vous couper dans l'engraissement de l'État que vous avez fait des fonctionnaires qui sont centralisés à Québec et Montréal. Ces gens-là pourraient très bien aider l'entreprise privée. Madame Laforêt. Je suis désolée. On est le seul gouvernement à avoir régionalisé des postes. Le Parti conservateur veut mettre 5000 employés de l'État au chômage. Mais d'un côté, il critique Québec solidaire de ne pas vouloir ouvrir GNL Québec. Il a peur que Rio Tinto ferme, puis il a peur qu'une entreprise industrielle mette 300, 400, 1000 emplois, 2000 employeurs à la rue. Ça leur fait peur. Mais 5000 employés d'État qui travaillent au public, qui perdent leur job demain matin, qui ne travaillent plus, qui se ramassent sur le chômage, là, ça, c'est pas grave, ça leur fait pas peur. C'est pas une grosse perte d'emploi pour eux, c'est pas... non. Il y a quelque chose qui cloche dans leur mentalité. On est un gouvernement des régions. Alors, 300 personnes sont arrivées ici maintenant déjà depuis 4 ans. C'est impressionnant quand même. L'autre chose, vous parlez des salaires, je suis d'accord. Les enseignants ont augmenté leur salaire de 18 %, ceux qui commençaient. Les éducatrices en garderie, 18 %. On a connu une pandémie. Donc, vous n'êtes pas d'accord pour reconnaître le travail des éducatrices, des enseignants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas juste le salaire, il y a les conditions de travail. Puis là, si tu es en pénurie de main-d'œuvre, bien, qu'est-ce que ça fait? Bien, les gens travaillent plus pour combler le manque, puis ça détériore encore plus leurs conditions de travail. Fait que là, ça devient un cercle vicieux, là. Et les places en garderie, c'est la première fois que cette année, on va avoir 1000 places autorisées dans les garderies, dans les CPE. Donc, oui, on donne des places. Par rapport aux PME, par exemple. Moi, j'ai l'impression que toutes les PME aujourd'hui qui disent que c'est pas vrai que les travailleurs sont absents. Moi, je trouve ça extrêmement insultant comme discours. Merci. On va en quelque sorte continuer sur ce même sujet, puisqu'il sera question d'immigration. Comme vous l'avez évoqué, c'est une des solutions envisagées pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Je pense que je ne me trompe pas en disant que vous êtes tous et toutes pour la régionalisation de l'immigration, mais il y a 2 défis. Comment attirer des immigrants ici et comment les retenir? 30 secondes, Tommy Pajot. Oui, écoutez, nous, on veut faire de l'immigration une place importante. On veut amener nos immigrants au Québec. Par contre, on veut mieux les encadrer. Et on veut réouvrir l'accord Québec-Canada afin de rapatrier des pouvoirs pour mieux encadrer notre système d'immigration. Comment il va faire ça? Les immigrants qui vont venir ici en région, on doit mieux les encadrer. Idéalement, s'ils peuvent parler français puis avoir des valeurs qui ressemblent aux nôtres, afin que les immigrants ne soient pas juste de passage et qu'ils s'en aillent par la suite. On ne veut pas qu'ils restent 2 mois, on veut qu'ils restent pour toujours. Merci. Adrien Guébert-Barthès, sur cette même question. Oui, donc en fait, Québec solidaire veut régionaliser l'immigration en donnant d'abord une voie rapide pour les immigrants. Ceux qui veulent immigrer en région auront une bureaucratie beaucoup plus simple et on veut créer des carrefours de services dans les régions pour aider aussi avec la francisation. On veut faire de plus de francisation en entreprise et pour qu'ils soient plus intéressés à la culture régionale. On dirait que je décroche. Le problème, c'est que les immigrants viennent ici puis ils se sentent seuls. Ils manquent de lieux, ils manquent de divertissement, ils ont de la misère à tisser des liens de contact. Il n'y a pas de maison de diversité, il n'y a pas de maison pour eux. Moi, ce que je ferais, c'est des maisons de la diversité pour la diversité de genre et culturelle, pour les immigrants, pour les nouveaux arrivants, pour les gens qui arrivent de d'autres régions, de d'autres villes. Régionale, culture québécoise, on veut donner des bons cultures, des biens culture de 200 $, pour qu'ils s'intéressent à la culture québécoise. Merci beaucoup, Caroline Dubé. Entente Québec-Canada, on oublie ça. C'est catastrophique la gestion de l'immigration au niveau du Canada. On serait vraiment mieux si on était un pays pour gérer notre immigration. Ce qu'il faut retenir, c'est la capacité d'accueil. On en parlait, les CPE, l'éducation, la santé. C'est important d'être en mesure d'offrir des services. Le problème au Canada, c'est qu'on accueille beaucoup trop d'immigrants. Puis oui, on a la capacité d'accueil en termes de territoire. Mais en tant que société, on n'est pas beaucoup de Canadiens et on est limité en capacité d'intégration en tant que société. Du côté social, je parle. Il ne faut pas regarder le territoire et tout ça. Tu sais, quand on regarde les problèmes sociaux du Canada, il faut peser l'équilibre. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour améliorer la qualité de vie des Canadiens? Puis quelle capacité d'immigrants qu'on peut accueillir pour intégrer ces immigrants-là à la société canadienne tout en améliorant la qualité de vie des gens? On ne peut pas
faire venir des quantités illimitées d'immigrants dans notre pays sans penser à la capacité de logement qu'on a pour eux, de travail disponible, les études qu'on peut leur fournir, les services, les besoins. Sinon, si on ne s'occupe pas d'eux, là, ben c'est de la maltraitance. À tout le monde. Une personne, un travailleur égale un consommateur, c'est important de le soucier et d'augmenter aussi le budget d'intégration. Merci beaucoup. Madame Laforêt. C'est important de mentionner, je salue ce soir les maires, les préfets qui ont accueilli des immigrants sur leur territoire. Je salue également mes collègues députés parce que toute la région s'est impliquée pour l'immigration. Quand je le dis qu'en 10 ans, on a accueilli 1500, écoutez, présentement, en 4 ans, on a déjà ce nombre d'immigrants qui sont ici. On a nos programmes de francisation, c'est important. Il y a une chose qu'on a mis... C'est vrai, je vois plein d'immigrants, je vois plein de gens de toutes sortes de couleurs à Saguenay, puis c'est beau. C'est beau à voir, pour vrai. Ils sont nonchalants, sont super gentils. C'est du monde comme tout le monde. J'ai vraiment rien contre eux autres. Je me sens très à l'aise. Je veux dire, on va dire un peu comme les colocs disaient, c'est noir de monde comme en Afrique ici. C'est peut-être raciste de dire ça aujourd'hui, là. Je dirais plus, c'est plein de couleurs de monde comme en Afrique ici. Mais bon, on peut faire dans le politiquement correct et incorrect à la fois. Améliorer parce que ça faisait 10 ans que c'est impossible d'habiter dans nos logements parce que la réglementation n'acceptait pas les immigrants. Alors ça, on a débloqué ça également. Merci. Débat ouvert donc sur cette même question. Vous entendez pour attirer des immigrants en région, peut-être pas nécessairement sur les chiffres, cependant, combien on devrait en attirer, donc débat ouvert de 2 minutes 30. Il y a, dans les cégeps et universités, je pense que c'est la meilleure façon d'attirer les immigrants dans les régions, c'est avec l'éducation. Et actuellement, il y a le fédéral qui n'empêche l'immigration en région. Moi, je pense qu'avec le taux d'habitants au Saguenay, en général, on est à peu près 160, 130 000 habitants dans la grosse banlieue, puis la ville de Chicoutimi, Jonquière, la baie, tout ça, Saguenay et environ, ben, je dirais qu'on a à peu près une capacité d'accueil de 2000, 2500 immigrants par année. Et ça, je trouve ça complètement inacceptable. Donc, nous, à Québec solidaire, on veut aussi avoir les pleins pouvoirs de migration. Et il y a un élément que la CAQ a fait dans les dernières années que je trouve complètement aberrant, c'est de mettre aux poubelles 18 000 dossiers de travailleurs francophones aux poubelles parce que, soudainement, la CAQ voulait changer les règles. Et ça serait 18 000 personnes qui étaient déjà sur le territoire du Québec, qui travaillaient déjà, qui étaient déjà finissaient à l'université ou le cégep et qui auraient pu rester pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Madame Laforêt, voulez-vous prendre le temps de répondre? Oui, tout à fait, parce que je trouve que vous avez des idées, inapplicables. Ça ne peut pas fonctionner, parce que vous dites on va accueillir 80 000 immigrants. C'est pas vrai. Mais oui, vous le dites. Alors, où on va les loger? C'est impossible. Combien, nous, c'est 50 000. On est toujours pour l'équilibre, parce qu'on veut bien les accueillir. On veut les franciser Québec également. solidaire veut de 60 à 80 000. Ben, 80 000. Les démographes nous disent 60 000, les économistes 80 000. On laisse un comité d'experts chargé de décider le chiffre exact en fonction de la capacité d'accueil et des besoins du marché. Moi, je suis très contente qu'on en parle parce que Mme Laforêt, elle trouve que le Parti québécois, on a la solution. Je trouve ça extraordinaire. Non, Québec solidaire, 60 à 80 000 immigrants, 25 000 logements sociaux en 4 ans. La CAQ, 50 000 immigrants, 11 000 logements sociaux en 4 ans. Parti québécois, 35 000 immigrants, 45 000 logements sociaux. Fait que non seulement on règle au niveau des personnes immigrantes, mais en plus, on règle la crise du logement que depuis 2018, ça traîne. Des immigrants, voyez-vous la différence entre nos trois partis, pareils, qui se battent sur une guerre de chiffres, de nombre d'immigrants et de nombre de logements? Le Parti québécois a raison. Il a raison. L'autre qui dit que c'est n'importe quoi, il n'a pas raison, parce que quand on regarde ça, s'il y a une crise du logement partout au Canada, c'est peut-être le fait qu'on accueille trop d'immigrants puis qu'il ne se construit pas assez de logements au Canada. Est-ce que le marché immobilier s'est tant développé dans certaines villes du Québec, dans les régions éloignées, depuis un certain temps? Non. Est-ce que le taux d'immigration a augmenté? Oui. Ben, ça explique peut-être un lien de causalité, tu sais, c'est pas complètement faux. Nous, au Parti conservateur, on est concret. On veut des immigrants qui ont une compatibilité civilisationnelle avec nous pour les garder ici en région, puis mieux les encadrer. Point final. Pas de chiffres? Non, il n'y a pas de chiffres.
Il lance n'importe quel chiffre en l'air, c'est n'importe quoi. C'est une guerre de logements sociaux. C'est une guerre de chiffres, de logements. Dites qu'il n'y a pas de crise du logement. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de crise de logement. C'est pas une guerre de logement. Il y a un élément. Justement, la prochaine question, ça tombe bien, on a de la suite dans les idées. C'est sur la crise du logement. Oui, vous êtes réchauffé. La région, je pense, il y a aussi un consensus là-dessus. Et pas seulement notre région est aux prises avec une crise du logement. Donc, vos solutions pour y remédier, 30 secondes chacun, Caroline Dubé. Le logement social est extrêmement important. Il faut faire la différence entre le logement social et le logement abordable. Le logement social, c'est 25 des personnes qui payent le loyer avec leurs revenus. C'est du logement social, on aide nos plus vulnérables. Le logement abordable, c'est ouvrir la porte au privé. C'est la mort d'Accès Logis. C'est important de faire attention à ça. Merci. Madame Laforêt, vous avez été ministre de Oui, l'Habitation. puis là, c'est certain que ça me touche parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Ça faisait 15 ans que les libéraux avaient promis 15 logements. Les logements ils ont été annoncés, ils n'ont jamais été construits. Nous, on les a financés, les 15 000 logements. Mais oui, je peux vous le dire, notre région, quand on dit on vit une pénurie de main-d'œuvre, on travaille ici avec l'Office d'habitation de Saguenay, les gens sont tous logés. On avait une situation particulière dans certaines municipalités comme à Sherbrooke, les gens sont tous logés. Par contre, c'est là qu'on voit qu'on a besoin de logement social et de logement abordable. Le Parti de Québec solidaire disait qu'on n'avait pas besoin de logement abordable. Maintenant, ils disent oui. Merci. M. Pajot? Oui. Donc, au niveau du logement, nous, Parti conservateur, on veut encourager l'entreprise privée à faire des logements à prix abordable. Et pour ce faire, on va encourager les entreprises avec des subventions, des crédits d'impôt pour qu'on construise des logements à prix abordable. Et d'ailleurs, le programme Accès Logis, on va en revenir tantôt. Pourquoi vous mettez la clé dans la porte là-dedans? On va y revenir, on n'est pas dans la période de débat. Je vais donner 30 secondes à M. Guibert-Barthès. À Québec solidaire, on veut construire 50 000 logements sociaux à travers tout le Québec, mais la crise du logement, c'est pas juste une crise pour les appartements, c'est aussi une crise pour les habitations. Le prix des maisons à Saguenay, en 4 ans, a augmenté de 36 et ça crée une crise intergénérationnelle parce que les générations plus jeunes, comme ma génération, ont de la misère à avoir une première maison. Le rêve d'accéder à la propriété est de moins en moins accessible et ça, c'est une crise qu'il faut aussi parler. Merci. Oui, merci, M. Guibert-Barthès. Donc, il y avait une question sur Accès Logis, Mme Laforêt. Bien, Accès Logis, c'est ça, j'allais dire, vous ne connaissez pas vos dossiers parce qu'Accès Logis, on l'a même reconduit. Alors, pourquoi vous dites qu'on a mis la clé sur la porte d'Accès Logis? Donc, Accès Logis est reconduit. Quand vous dites le programme est reconduit, lisez vos documents, vous allez comprendre qu'est-ce que vous devez dire. Au moins, j'étais à l'habitation, le programme est reconduit. En plus, on a besoin de logements abordables. Moi, je trouve que c'est drôle. On a augmenté un peu le taux d'immigration dans le Québec, amené plus d'immigrants au Saguenay, rénover l'université, fait du transport d'écomobilité. Là, il y a une grosse crise de logement dans le centre-ville de Chicoutimi. Puis avez-vous remarqué que dans les dernières années, c'est pas construit beaucoup de logements sociaux puis de logements dans le centre-ville? Les terrains se désertent à la place, puis se ramassent abandonnés, puis contaminés, puis il se construit pas grand-chose. Ben, ça serait peut-être le temps d'en construire des logements. Oui, c'est important et je suis très heureuse maintenant que les autres partis confirment qu'on a besoin de logements abordables aussi. Vous êtes contre le logement abordable? Vous êtes contre le logement abordable? J'ai dit que j'étais pas, qu'il faut... Pour l'instant, on n'entend plus parler de logement social. Maintenant, on entend, je suis contente parce que c'est le retour du logement social. Le logement abordable, c'est pour des accès à la première propriété. C'est un terme qui est canadien. Quand vous me dites qu'on dit n'importe quoi, bien, vous direz ça en pleine face du FRAPRU, du Réseau québécois des OSBL d'habitation, puis toutes les coopératives qui soulèvent le fait qu'Accès Logis, vous pouvez l'appeler d'un autre nom, mais d'ouvrir au privé, c'est de faire très attention et c'est du logement abordable, mais il ne faut pas y aller au détriment du logement social. Ce que je trouve inacceptable, c'est que la CAQ, en 2018, avait promis de combler le retard de 15 000 logements sociaux et encore aujourd'hui, n'a pas réussi à le faire. S'ils y arrivent, c'est dans 2 ans seulement, en 2024, qu'il pourrait arriver à ce chiffre-là. Et Mme Laforêt a été la ministre qui a nié la crise du logement pendant 4 ans. Pendant 4 ans, les gens se sont appauvris. La CAQ a appauvri les gens avec la crise du logement et surtout sans la reconnaître et sans agir face à l'urgence. Je vais permettre à Mme Laforêt de répliquer. Oui, nos promesses, on les tient. On avait promis d'en
financer 15 000, on a financé 15 000. D'en construire, on en a construit 9 418. Par contre, c'est important de mentionner, on a vécu une pandémie, les familles sont revenues en région, on a 50 000 citoyens qui ont quitté la ville de Montréal. Oui, François Legault il l'a dit, il y a une pénurie dans le domaine de la construction. Il n'y a pas assez de constructeurs pour construire tous les logements sociaux qu'il a commandés, puis les infrastructures en transport en commun qu'il a commandées dans Montréal. En fait, parti comme cela, on va être pogné pour payer des travailleurs de d'autres pays pour construire nos infrastructures. Pour arriver dans les régions. Donc, qu'est-ce qu'on avait assez de logements? On construit, on doit augmenter l'offre. Ça, on le confirme, je suis assez honnête, et oui, on construit. On a besoin des entreprises privées. Mais comment vous pouvez dire maintenant que les entreprises privées ne peuvent pas collaborer dans la construction de logements abordables? On a besoin que tout le monde mette l'épaule à la roue pour construire le plus rapidement possible. C'est à mon tour de dire que vous dites n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est à l'aise avec le logement social qu'on est contre le logement abordable. C'est de faire une nuance. Dans votre programme, ce qu'il dit, c'est que tout est mélangé et on peut faire du logement social, c'est très mélangé, même tout le monde s'y perd. Merci. Donc, ça met un terme à ce débat sur cette question de la crise du logement. Autre problème généralisé, l'inflation. Je vous apprends rien, tout coûte plus cher, les taux d'intérêt augmentent et la hausse des salaires ou encore l'indexation des pensions ne suit pas celle des prix à la consommation. Quelle est votre solution? 30 secondes, Caroline Dubé. Offrir des mesures qui servent pour les personnes les plus vulnérables. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Vous allez m'entendre là-dessus tout le temps. Les plus vulnérables, c'est les personnes qui ont des revenus entre 25 et... Moi, c'est adopter mon plan de lutte contre l'inflation québécoise et canadienne, qui est un plan à plusieurs étapes que j'ai écrit. Donc, si ça vous intéresse de savoir c'est quoi, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos précédemment. Et 80 000 par année, c'est pas des baisses d'impôts qui vont aider ces personnes-là. C'est améliorer le pouvoir d'achat pour ces personnes-là et c'est aussi donner des crédits de solidarité pour qu'eux puissent aider. Non, la vérité, c'est changer le mode des affaires et le mode de faire affaires. Puissent répondre à l'inflation. Merci. Tommy Pajot. Baisse d'impôts, on enlève la TVQ sur les automobiles usagés, on baisse la taxe sur l'essence. Solution magique, on baisse les impôts. L'inflation. On ne gère pas l'inflation à coup de chèque. Merci. C'est précis et concis. Madame Laforêt, là-dessus, la lutte à l'inflation. Bien, il faut penser à nos aînés. Nous, ce qu'on dit, c'est que nos aînés, c'est important, on le mentionne, c'est 2 000 $ pour nos aînés. Il y a également le montant qu'on donne, parce que nous, on n'est pas là pour juger qu'est-ce que les gens doivent faire avec le montant. Oui, on vit l'inflation. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va donner un montant entre 400 et 600 $ et les citoyens vont décider. On n'est pas là pour décider pour eux-mêmes et on va maximiser à 3 % l'inflation dans les programmes gouvernementaux, comme par exemple le permis de conduire ne peut pas coûter plus cher. Merci. Adrien Guibert-Barthès. Écoutez, la situation est critique. Puis, il faut deux types de mesures, des mesures immédiates et des mesures à long terme. Pour Québec solidaire, nous, ce qu'on propose, c'est d'enlever la taxe de vente sur les biens essentiels, comme tout ce qui est lié à la nourriture, les réparations de votre auto, de votre frigidaire, si vous avez une réparation à faire. Mais on a aussi des mesures à long terme liées à la gratuité des frais la gratuité scolaire, primaire, secondaire, et la gratuité de la santé mentale et la santé dentaire pour baisser les dépenses des familles. Débat là-dessus, 2 minutes 30, donc... Bien, moi, tout de suite, j'aimerais ça dire, parce que Québec solidaire taxe tout, veut taxer les véhicules à essence. Ici, c'est une région forestière, aluminium, agroalimentaire. On taxe maintenant les VUS, on taxe tous les véhicules que les gens... La région serait exemptée de cette taxe sur les VUS. C'est nouveau! Mais ça a toujours été dit, la taxe serait modulée en fonction des régions et en fonction de la demande. Si un travailleur a besoin de son pick-up pour travailler, il va être exempté de cette taxe-là. Si une famille est nombreuse, elle va être exemptée de cette taxe-là. Vous sortez ça d'où? Ben écoutez, lisez les nouvelles, là. Je suis désolé que vous les... François Legault l'a préparé. La CAQ, en tout cas, à dire son argument qu'il répète comme une propagande dans les médias. Puis ce qu'ils ne savaient pas du programme de Québec solidaire, c'est que la taxe sur les VUS, elle est juste elle est appropriée. Elle est équilibrée selon les villes et les régions. Puis dans notre région, ben, les gens n'ont pas le choix d'en utiliser vraiment. Donc, elle ne s'applique pas à notre région. Comprenez-vous? Elle s'applique juste aux régions métropolitaines, cette loi-là. Donc, petit piège pour la ministre qui se retrouve un peu dans la barre.
puis prenez-le ce soir. Là. Ah oui, donc toi, tu peux être taxé, toi, non, je te taxe pas. Ben, vous allez juger ça? Je pense que c'est important de donner des bonus malus. Ouais. Ben, c'est la science. Si vous avez un pick-up à Montréal, est-ce que vous avez besoin d'avoir un pick-up à Montréal, mais que vous n'avez pas besoin de travailler avec? Je pense que les gens sont capables de faire la différence entre quelqu'un qui a un pick-up à Montréal et quelqu'un qui a un pick-up au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce gens-là qui va faire la différence. Toi, tu as une taxe, toi, tu n'as pas. Ben, c'est ce qui est nommé dans la mesure. Écoutez, je vous invite à lire la mesure, mais c'est très clairement dit que la mesure va être modulée en fonction des régions. Et surtout, tenez-vous bien, il va y avoir un bonus pour les gens qui ont besoin d'avoir un pick-up et qui va être électrique ou hybride. On ne parlera pas de toute la plateforme. À un moment donné, on a fait le tour, je pense qu'on a compris. Oui. Au niveau de la taxe sur l'essence, je trouve ça un peu scandaleux. Puis pour l'instant, les élus, d'après moi, ils doivent tous friser des oreilles parce que la taxe sur l'essence, pour l'instant, il y a des redevances qui arrivent aux municipalités. Ça l'aide. Ça l'aide les municipalités, puis c'est pas parfait, mais pour l'instant, ça les aide. Fait que qu'est-ce qui va arriver si on n'aide pas nos municipalités? Ben, ils vont taxer les citoyens. Fait qu'on n'est pas plus avancé. Vous n'avez pas d'autre solution que taxer l'essence pour avoir des revenus, Mme Dubé, de toute manière. C'est GNL. Le seul parti qui ne taxe pas plus, c'est la Coalition Avenir Québec. Viens-tu de comprendre que toutes les ventes de la taxe sur l'essence rapportent non seulement de l'argent au Québec, mais aux municipalités. Donc, c'est pour ça que le gaz prend autant d'importance partout dans la province puis des municipalités. Parlant de la Coalition Avenir Québec, M. Peugeot. Là, on ne peut pas comparer. Là, Mme Laforêt, vos cadeaux, justement, de 500 $ que vous faites, pensez-vous sérieusement que ça sert à contrer l'inflation? Pensez-vous ça sérieusement? Vous pouvez se regarder dans les yeux et dire oui, je vous donne 500, ça combat l'inflation. Au contraire, ça la fait augmenter. Ben, 500$ que tu donnes aux citoyens, ça paye juste grosso modo une épicerie pour 2 semaines. Je suis désolée, on a un bouclier anti-inflammation, inflation. On a un bouclier. Oui, c'est important. 2 000 $ pour nos aînés, c'est essentiel. Oui, moi, je veux terminer par rapport aux aînés. Je vais terminer quand même. Nos aînés, c'est moi qui en parle pour la première fois. Je vais terminer. C'est important, on va respecter nos aînés. Il y a même au niveau de la santé, les soins à domicile qu'on augmente à 2 milliards. On parle des aînés, je vais en parler. Pourquoi on parle des aînés? Notre collègue a dit 3 milliards. Parce qu'il faut les protéger, nos aînés. On va parler de la santé lors de la prochaine question. Je vous donne 15 secondes. Au niveau des aînés, c'est vrai que c'est important, 3 milliards en soins à domicile. Mais par rapport aux aînés dans les petites municipalités, principalement au Lac-Saint-Jean, les ressources sont en train de mourir, puis il faut faire attention à nos aînés. Merci de l'avoir spécifié. Bien justement, on parle de santé avec la prochaine question. Les besoins sont nombreux en santé mentale notamment, et les ressources sont insuffisantes. Comment assurer le maintien des services avec le vieillissement de la population, par exemple, dans notre région? 30 secondes là-dessus, ensuite débat. André Laforêt. Oui, ça me fait plaisir de le mentionner parce que dans chacun des comtés, chacun de mes collègues députés, évidemment, on avait besoin des directeurs locaux. Et oui, le CIUS a déployé des directeurs locaux. On le disait tout le temps, c'est important maintenant de régionaliser les gens dans les régions et aussi dans les comtés. Donc, par exemple, pour l'hôpital de Ce qui est important, c'est de décentraliser les services avec l'aide à domicile, avec les soins à domicile, puis avec les CLSC. Des intervenants sociaux qui se déplacent à la maison comme des intervenants médicaux en soins de santé mentale, en soins physiques. De Roberval ou encore de Dolbeau avec ma collègue Nancy Guillemette et aussi Éric Girard. Il y a un directeur maintenant sur place pour s'occuper des problématiques. C'est la première fois parce qu'on a trop centralisé dans le passé. Merci. Mme Dubé. Les enjeux sont majeurs au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la santé physique, que ce soit au niveau de la santé mentale. Maintien à domicile, on en a parlé, 3 milliards pour le maintien à domicile. Il faut aussi saluer les initiatives qui sont locales, comme Jonquière Médic, mais ça devrait être un précurseur. Je ne rentre pas à ce niveau-là. Directeurs locaux, c'est super intéressant. Mais quand tu habites à La Marche, puis il faut que tu ailles faire de la dialyse 3-4 fois par semaine à Chicoutimi, qu'il y ait un directeur local, des directeurs locaux par rapport à ça, c'est pas fameux. Adrien Guibert-Barthès, là-dessus. Oui, en fait, en santé, je pense qu'il y a un chantier à faire énorme parce que la pandémie nous a affectés tous en santé mentale. Québec solidaire veut ramener 800 psychologues dans le réseau de la santé publique pour que les gens aient accès à un psychologue quand ils en ont besoin. On veut aussi, lié à la santé physique, on pense que si tu as des dents dans la bouche, ça fait partie de ton corps, donc ça fait partie de la santé, ça devrait être gratuit. On veut ramener la santé dentaire gratuite ainsi que le reste de la santé mentale. Merci. Tommy Peugeot.
Au niveau de la santé, oui, on veut faire plus de place au privé pour venir supporter notre système public sans que ça coûte un sou aux citoyens. Également, au niveau des aînés, on veut renforcer le soutien à domicile. On veut appuyer financièrement les proches aidants. On veut assouplir les règles. On va payer plus cher pour des soins de santé au privé, qui va créer finalement la dérive, puis le définancement du public, parce qu'on va couper moitié du budget pour le mettre donné au privé, à la place de le mettre dans le public, puis ça va créer une migration des employés dans le public vers le privé. Alors moi, je propose pour la santé mentale, puis assurer comment je pourrais dire, les services de santé, puis le maintien des services pour une population vieillissante au Québec. On veut avoir un centre-ville à Chicoutimi qui est basé sur le numérique. Je propose de faire venir Google, puis de les installer, puis de leur donner de l'électricité avec Hydro-Jonquière, puis de faire un gros centre de données de Google pour créer un assistant robot autonome en soins médicaux et en soins en santé mentale pour devenir un assistant médical pour les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. C'est une pas pire idée comme plan. Pour les maisons bigénérationnelles. Je sais que ça semble ambitieux pour la région, mais selon moi, je pense que c'est le meilleur plan pour le monde entier. Aussi bien l'adopter ici en premier. Et au niveau des troubles mentaux, on veut créer un réseau de maisons d'hébergement pour les troubles mentaux. Ça, c'est des mesures concrètes. Merci beaucoup. J'ouvre le débat là-dessus. Une maison d'hébergement pour les troubles mentaux. Moi, je propose de demander à Google qu'est-ce qu'on fait quand on ne file pas, puis de compter nos problèmes, puis de demander des ressources en santé mentale. Je suis sûr qu'il va vous référer aux bonnes ressources à proximité de chez vous. C'est assuré. Le secteur privé dans tout ça, et qui paye l'État ou le citoyen? 2 minutes. Je vais vous donner un exemple concret. Madame Tremblay qui a une hanche à remplacer. Ça fait plus de 90 jours, sa hanche n'avait pas été remplacée par le système public. Nous, on lui dit, allez au privé et c'est la RAMQ qui va payer. Puis le système privé peut nous aider, dans ces cas-là, à diminuer les listes d'attente sans que ça coûte un sou à personne. Le système privé... Oui, le système privé peut se graisser la patte avec l'argent du système public. Lui qui veut pas graisser l'État, il va graisser le privé. Gangrène le système de santé publique. Actuellement, si les infirmières ont des problématiques avec les temps supplémentaires obligatoires, c'est parce qu'il y a des agences privées qui font encore plus de problèmes dans la santé publique. Donc, nous, on veut mettre fin aux agences de placement d'infirmières privées et ramener une meilleure équité, améliorer les conditions de travail des travailleuses et travailleurs de la santé en mettant fin absolument au temps supplémentaire obligatoire. C'est normal que quelqu'un qui voit sa profession travailler 14 heures par jour ne pas vouloir continuer dans sa profession. Ça n'a pas d'allure. Premièrement, j'utilise encore le terme, j'ai l'impression d'être en 1980 quand on parle de troubles mentaux, on parle de problématiques en santé mentale. On en a tous une. Ça, c'est un de mes points. Organisme communautaire, c'est important de s'en soucier. Au niveau du public, on a tout ce qu'il faut. En 2018, on nous vantait la maison des aînés. Là, on nous vend des mini-hôpitaux quand les CLSC sont présents. Ils sont là. Les centres locaux de services communautaires. Il faut les sortir de nos grandes machines. Il faut avoir un conseil d'administration. Il faut mettre des citoyens dedans. Il faut aussi impliquer tout le monde, les infirmières, les kinésios. Et il faut s'occuper de nos CLSC. Plus de privé, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que quelqu'un veut reprendre? Moi, je trouve ça un peu... Est-ce que je peux, quand même, j'ai entendu que le privé occasionnait un problème au niveau du public. On parle de la santé. Quand les gens ont des urgences, parfois, oui, il faut être aidé par le système privé. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est accélérer les listes d'attente. On va augmenter le nombre d'admissions pour avoir plus de médecins. On va également former 6 000 professionnels de plus. Vous le savez, durant la pandémie, nos femmes... Mais moi, c'est parce que j'ai peur que c'est ça. On paye plus cher pour des services au privé puis qu'on se retrouve finalement au détriment du public. Les pharmaciens nous ont aidés énormément. On le dit encore, il faut travailler tous ensemble, autant le privé que le public, pour avoir un meilleur système. Merci. Donc, ça met un terme à ce débat. Prochaine question, celle de l'éducation. Vous parliez de la pandémie. On sait que l'éducation a souffert pendant la pandémie. On assiste à plus de décrochage. Il y a pénurie d'enseignants. Il y a des étudiants qui quittent plus rapidement pour le marché du travail qui est particulièrement attrayant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut valoriser davantage l'éducation? Et si oui, comment le faire? 30 secondes chacun, Mme Laforêt. Bien, je suis quand même très heureuse de mentionner que tous nos budgets en éducation ont été augmentés de 26 %. Juste dans notre région, ici, on a des budgets, on a investi, oui, parce que c'est des investissements à la hauteur de 100 millions. Il y avait un maintien des actifs avec les anciens gouvernements comme les libéraux. On ne rénovait pas nos écoles, on n'investissait pas en éducation, donc c'est important. Elles sont pas plus belles, oui, nos écoles. On va accepter beaucoup plus de psychoéducateurs, d'orthophonistes, c'est important, et on va avoir le système clic-école pour les parents. Soins puis d'amour.
notre système d'éducation est en ruine. Ma conjointe est professeure au primaire. Les classes sont pleines. Les enfants dans ces classes-là, avec des troubles comportementaux, ne font qu'augmenter. Nous, on veut faire des classes spéciales. On veut encadrer ces enfants-là pour qu'ils puissent reprendre le droit chemin puis venir des citoyens qui vont aller au cégep et à l'université. C'est pas un augmentation ça de 18 quand même. Drôle de façon de dire que ça prend des services pédagogiques dans les écoles. L'inflation est encore plus haut que vous allez me faire croire que vous avez monté le salaire des professeurs. Merci. Caroline Dubé. L'éducation est extrêmement importante, que ce soit du primaire, secondaire, cégep, université, collégiale. C'est important, premièrement, de valoriser la profession. Je suis surprise de trouver que je suis quasiment à l'aise avec vous. Important de valoriser la profession, d'aider les professeurs, d'aider aussi au niveau des enfants en difficulté. Il y a des enjeux qui sont importants. Aussi, il faut améliorer les infrastructures. Il faut que ce soit beau. Il faut que les étudiants, il faut que les gens aient envie d'aller à l'école. Merci, Audrey Guibert-Barthès. 30 secondes. La première chose à faire, c'est de rendre la gratuité scolaire au primaire secondaire. Actuellement, des parents payent beaucoup trop pour envoyer leur enfant à l'école primaire. Ça, c'est une injustice énorme parce que ça fait des iniquités entre les personnes. Donc, moi, je mettrais la gratuité scolaire à l'école des adultes aussi. On veut ramener ça. On veut aussi valoriser la profession en améliorant les conditions de travail des enseignants, mais aussi des futurs enseignants. Actuellement, les étudiants qui sont à l'université, qui veulent devenir enseignants, c'est des conditions qui sont exécrables. On veut améliorer leurs conditions. Et à travers la région, on a la chance d'avoir 4 cégeps et universités. On veut renforcer leur mission. En fait, c'est la première chose que je ferais, mettre l'école des adultes gratuite, parce que le décrochage scolaire, ça va être le temps de lutter contre ça. Donner plus de pouvoir. Merci. Débat ouvert là-dessus, 2 minutes 30 sur l'éducation. Oui, M. Pajot. J'aimerais ça continuer sur une place pour le sport aussi. Je pense que l'éducation physique est quelque chose de très important pour nos jeunes. Au Parti conservateur, on veut donner des crédits d'impôt, enlever la TVQ pour l'achat d'équipements sportifs. On veut rendre plus de cours. Moi, je trouve que l'art, c'est pas mal plus important. Ça fait que je propose d'avoir autant de cours d'art que d'éducation physique. Éducation physique, autant au primaire qu'au secondaire, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ça va aller aussi en... Puis je trouve que les sciences, l'écologie, la psychologie, l'éthique, l'étude du monde, le journalisme, c'est très important. Donc, je vais l'ajouter à notre système éducatif. Puis je propose aussi de peut-être, dans les régions très francophones, de remplacer les cours d'anglais à la volonté de certains élèves pour apprendre des langues amérindiennes. En prévention pour aider notre système de santé. Je suis contente d'entendre ça parce que ce que vous demandez, on le fait. Quand vous parliez tantôt des classes spéciales, on a augmenté 726 classes spéciales pour justement aider les enfants qui ont des besoins particuliers. L'autre chose aussi, quand vous parlez du sport, au niveau secondaire, on a ajouté 1 heure de sport au secondaire. Donc, vos 2 demandes, on les a complétées. Merci. Écoutez, il faut amener l'éducation publique au cœur de nos communautés. Il faut absolument faire un grand pas de côté parce que ça fait des années, en fait, même au-delà de 40 ans presque, que les enseignants ont des mauvaises conditions de travail. Et il faut absolument, pour que nos enseignants aient le pouvoir et la possibilité de bien s'occuper de nos enfants, que nous-mêmes, on donne des bonnes conditions de travail à nos enseignants. Mme Dubé? Non, mais ça prend des machines à café dans nos écoles, des couleurs, ces murs, de l'ambiance, de la musique, de la vie, une cafétéria, un salon avec du goût. Je sais pas, nos écoles, ils sont pas chaleureuses. D'avoir des bonnes conditions de travail, d'aider les familles aussi à l'enseignement supérieur. Je pense que tout le monde doit avoir accès à une belle éducation. Il faut aider tout le monde. Je relancerai sur l'éducation post-secondaire, cégep, université. C'est ce qui fait que dans la région, on garde nos jeunes dans la région. Il faut améliorer ce réseau-là. Il faut leur donner plus de moyens. On parle merci beaucoup. On parle beaucoup de qualité de vie. La culture en fait partie. Comment dynamiser le milieu culturel au Saguenay-Lac-Saint-Jean? 4 fois 30 secondes. Adrien Guibert-Barthès, à vous la parole. Bien, encore une fois, c'est une question d'amélioration des conditions des travailleurs des arts et de la culture parce qu'ils ont vécu une période catastrophique dans les 3 dernières années. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la profession, il y a beaucoup de gens qui ont eu des problématiques énormes. Et donc, la priorité, c'est d'améliorer les conditions. Ensuite, il faut rendre la culture plus accessible en région. Il faut la valoriser davantage. Nous, on veut rapatrier tout ce qui est CRTC, en fait, au niveau du provincial pour avoir plus de pouvoir sur aussi les grands GAFAM, donc l'Internet. Et voilà. Voilà. Tommy Pajot. Au niveau de la culture, on veut aider nos sociétés d'histoire régionale. La culture passe par là. On veut aider nos musées. On veut également créer
un patrimoine au niveau des objets religieux qu'on a au Saguenay. Je pense que la base de la culture, c'est là. Et on veut également majorer nos programmes au niveau de la culture, que ce soit tant autant du spectacle que de la chanson, que du théâtre, des choses comme ça. Merci. Madame Laforêt. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être reconstruire puis rebâtir le croissant culturel, là, puis se remettre à encourager les artistes locaux, là, puis les petits artistes, là, puis les artistes émergents, puis leur donner une chance de percer puis de réussir dans la vie aussi, puis de se faire connaître, puis de se faire exposer au grand public. Encore là, une fois de le dire, parce qu'on le fait, on a 2 sorties culturelles pour les élèves. Ça, c'est déjà commencé. Ce que je propose de faire pour le Saguenay, c'est une maison de création, un organisme de bienfaisance qui va œuvrer finalement à créer une maison dans laquelle les jeunes vont pouvoir faire de l'art financé aux frais d'un organisme, puis pouvoir exposer, pouvoir justement apprendre des cours d'art, puis le faire gratuitement dans notre centre-ville, dans ce qui serait un grand centre culturel destiné à la promotion de nos propres artistes et à l'apprentissage des métiers de l'art. Et au niveau de la culture, notre région a été quand même choyée parce qu'on a rénové plusieurs églises, plusieurs bâtiments religieux. Également, le Palace à Jonquière, c'était un projet qui était depuis des années en attente, puis c'était une priorité pour nous. Alors oui, avec le ministère de la Culture, on a rénové le Palace, c'est vraiment important à mentionner, et on a également encouragé tout le milieu des artistes. Madame Dubé? Je pense que valoriser tout le milieu des artistes, j'ai l'impression que ce ne serait pas tous les gens de la culture qui seraient d'accord avec ça. Ouais. Valoriser la culture, c'est important. C'est un joyau. La culture québécoise encore est importante. D'avoir des incitatifs aussi pour aider les gens à aller. On parle d'inflation. Qu'est-ce qui va couper en premier? C'est la culture. Des incitatifs pour y aller parce que ça fait du bien pour la santé mentale. CRTC québécois, aussi important. Les émissions jeunesse, augmentation au niveau de Télé-Québec. Merci. Et de taxer les GAFA. Débat ouvert là-dessus, donc, milieu culturel, parce que les artistes ont particulièrement souffert pendant la pandémie, vous le savez. Oui. La culture, c'est notre élément d'identité. C'est ce qui fait notre identité régionale québécoise et c'est extrêmement important de la valoriser parce que ça peut être un vecteur de développement incroyable. La culture saguenayenne, c'est ce qui va faire que les gens viennent s'installer en région, c'est ce qui va faire que les gens aiment la région. Et donc, pour nous, ça devrait être une priorité. Au Québec, ça devrait être absolument protégé, la culture québécoise, culture régionale, pour une question de développement économique, pour une question de développement régional, pour une question de fierté régionale. Merci. Oui, Madame Dubé, est-ce que vous pensez que c'est une bonne allocation de nos ressources monétaires de faire une patrouille québécoise? Votre chef nous a dit ça cette semaine. Mandat de Télé-Québec, on veut des émissions de patrouille québécoise. Pensez vraiment que c'est une bonne idée de mettre de l'argent là-dedans? Oui, parce que les émissions jeunesse, c'est important. Ça nous fait connaître notre culture, ça nous fait connaître nos enjeux. Puis je trouve ça un petit peu prétentieux de nommer. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée au niveau des budgets? Quand on veut donner des sous pour aller dans les gyms, il faut faire attention à ce qu'on nomme, à ce qu'on dit. La culture, c'est important. Il faut axer pour les incitatifs. Vous êtes contre un crédit d'impôt pour aller au gym? Je ne suis pas nécessairement contre, mais quand on fait une guerre... quand on fait une guerre de chiffres... Tu peux parler, il est contre les émissions pour enfants. Voyons donc. Vous voulez qu'on ne fasse pas une guerre de chiffres, il faut que vous soyez cohérent dans ce que vous dites. Je pense qu'on est au-delà de patrouille ce soir. C'est important quand même pour les gens qui nous écoutent. Là. La culture au niveau justement de la reconnaissance des artistes, même le Parti libéral qui a été là 15 ans a salué le travail de ma collègue Nathalie Roy à la culture pour la reconnaissance des artistes. Une autre chose aussi que j'ai fait avec le ministère des Affaires municipales, évidemment, on le voit avec Arvida qui a été reconnu le site patrimonial. Toutes les municipalités ont maintenant des ressources, ce qu'elles n'avaient pas, pour identifier les bâtiments patrimoniaux et les bâtiments également religieux. Ça, ce n'était pas disponible dans les municipalités et on le fait en collégialité avec la culture. Merci. 30 secondes encore là-dessus. Ce qui menace la culture actuellement, c'est l'américanisation de notre culture. La CAQ et les libéraux ont laissé aller Netflix et les grandes cultures américaines de ce monde à s'implanter au Québec sans payer de taxes et impôts à la hauteur des revenus qu'ils ont et sans aussi combler le manque de ressources que nos diffuseurs québécois, nos créateurs de culture québécoise manquaient en fonction
qui se faisaient manger par les gros producteurs. On s'est fait bouffer Merci. tout rond. Oui, c'est ce qui met un terme à ce débat. On est presque à la fin de ce débat, donc ça passe vraiment très vite. Une dernière question. Je trouve que c'est un long débat, mais ouf. Question, donc, une question très simple. Ça Vous joue aurez encore fort, une fois c'est 30 rough. secondes pour y répondre. Si vous êtes élu le 3 octobre, quel sera votre premier geste comme député? Caroline Dubé, 30 secondes. Mon premier geste comme député, c'est aller à la rencontre des citoyens, de les remercier. Je pense que c'est important d'avoir de la variété autour de la table, autour du gouvernement. Et je vais être fière de dire, je vais être fière de représenter Jonquière et de dire que je vais être le chien de garde pour Jonquière et pour la région. Merci beaucoup, Caroline Dubé, du Parti québécois dans Jonquière. Tommy Pajot, Parti conservateur dans Dubuc. Oui, donc la première chose qu'on fait le 4 octobre, c'est qu'on met l'argent pour la zone industrielle-portuaire pour réaliser nos grands projets. On en a besoin. Vous, Mme Laforêt, vos engagements que vous avez faits, j'ai ici sur mon petit papier que vous avez mis dans le journal. Voulez-vous qu'on les passe un par un, vos engagements? Je les ai faits aussi. Vous parlez de la zone industrielle-portuaire, c'est correct, C'est fait. mais vous êtes 4 ans en retard. Ensuite, vous dites ici, là, je vous cite, Vous grugez rendre votre des temps, soins M. de santé Pajot. plus accessibles et plus humains. Vous avez laissé mourir le monde en CHSLD pendant 2 ans de pandémie. Mais C'est ça, Mais, Mme Laforêt, moi, je fais pas le genre de politique que vous faites. Moi, le Parti Non, c'est conservateur... pas de politique tout court. Le Parti conservateur, je vous laisse vos idées. Vous, c'est juste GNL. Alors, nous, c'est la santé, les soins à domicile. On a un programme Moi, ce que très je veux dire, dès que... Est-ce que c'est à mon Oui, tour? oui, allez-y. OK. Parce que ce que je veux demander, je remercie premièrement les gens qui ont été là avec nous 4 ans. Après le 3 octobre, j'espère que ça va bien aller. Mais oui, ça prend un rapport de force. Je vais continuer avec mes collègues députés. Éric Girard, Nancy Guillemette, évidemment, François Tremblay, j'espère Yannick Gagnon également, parce qu'il faut aller voter pour donner un signal fort que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va encore écouter les citoyens comme on l'a fait pendant 4 ans. Merci. Adrien Guibert-Barthès, 30 secondes, votre premier geste si vous êtes élu le 3 octobre. En 2018, 66 seulement des gens ont voté aux dernières élections. Et les gens ne votent plus parce qu'ils n'ont pas l'impression que leur vote compte. À Québec solidaire, la priorité, c'est aussi la réforme du mode de scrutin qui n'a pas été changée depuis le 19e siècle. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que notre démocratie est malade et parce que les prochaines années vont être cruciales pour répondre efficacement à l'urgence climatique. Ben voilà, ça met un terme à ce débat. Merci beaucoup d'y avoir participé, Adrien Guibert. Ben moi, mon premier acte, si je suis élu, là, ça va être de faire un moratoire pour la protection des belugas, un parc national punais à protéger dans la ville Saguenay et récréo-touristique. Une zone récréo-touristique.